Ce sont les monuments les plus visités de France. En compagnie de Stéphane Bern, partez à la découverte de ces lieux exceptionnels dans nos 22 régions de France métropolitaine. Chaque jour, nous vous invitons à visiter une région et quelques-uns de ses plus beaux monuments. Mais attention, un seul d'entre eux accédera à la grande finale de l'émission. 3 experts, Philippe Glohagen, directeur du Guide du Routard, Sophie Jovillard, animatrice du magazine de voyage Échappée Belle, et Jean-Paul Olivier, journaliste, spécialiste des étapes culturelles du Tour de France, vous livreront leurs anecdotes et conseils pratiques sur ces fleurons de notre patrimoine. Vous avez été près de 200 000 internautes à voter au printemps dernier sur France2.fr pour élire vos monuments préférés, sélectionnés pour leur intérêt historique, artistique ou architectural. C'est probablement le monument préféré des Nantais. C'est un château qui est magnifique. Et vivant, vivant. Tous les jours, Stéphane Bern vous révélera le monument que vous avez choisi pour représenter chaque région. Alors aujourd'hui, quel monument avez-vous décidé d'envoyer en finale pour concourir au titre de monument préféré des Français? Pour le savoir, retrouvons tout de suite Stéphane Bern. Bonjour, on continue notre tour de France à nous, celui des monuments. Notre pays en regorge et on aurait tort de se priver. Si je vous dis Ankou, Corrigans et autres figures de légende, vous me répondez Bretagne, bien évidemment. Si, comme moi, vous êtes friand de mythes et légendes, vous allez être servis. Car cette terre accueillante, pays de landes, de bruyères et de bords de mer, est un concentré d'histoires, toutes plus féeriques et envoûtantes les unes que les autres. On va vous donner à voir une Bretagne contée, une Bretagne enchanteresse, une Bretagne pratique aussi. Il y en aura pour tous les goûts. Alors, commençons, sans plus attendre. Bienvenue en Bretagne, où nous n'avons plus qu'à mouiller l'encre pour découvrir les merveilles d'une région au caractère bien trempé. Nous nous laisserons prendre dans les filets de la ville close de Concarneau. Nous nous interrogerons sur le mystère des alignements de Carnac. Nous voyagerons dans le temps en visitant le fort Lalatte. Nous escaladerons le phare d'Eckmühl. Nous plongerons dans les entrailles de la base sous-marine de Lorient. Et nous partirons à l'abordage d'une maison de corsaires, l'hôtel Magon de la Lande. Parmi tous ces monuments d'exception se cache celui que vous avez élu pour représenter la Bretagne lors de la grande finale du monument préféré des Français 2014. Découvrons dès à présent votre classement. Dans la ville de Saint-Malo, détruite à 80% pendant la guerre, une maison en particulier a été épargnée. Et cette maison, eh bien, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est l'hôtel Magon, du nom de son propriétaire, François-Auguste Magon de la Lande, corsaire de son état, l'un des plus puissants armateurs de Saint-Malo. En 1949, c'est là que le général de Gaulle a déjeuné alors qu'il était venu faire un point sur la reconstruction de la ville. Hissez haut, Moussaillon. Parez à l'abordage du monument que vous avez choisi de placer en 6e position de votre classement. Cap au nord de l'île-et-Vilaine, dans la ville de Saint-Malo. Bienvenue dans la cité des corsaires. Et lorsqu'on parle de corsaires, direction l'hôtel Magon de la Lande, une maison construite en 1724 par l'un d'entre eux, François-Auguste Magon de la Lande. Le corsaire n'était pas celui que l'on représente un petit peu dans les bandes dessinées avec le bandeau, etc., l'œil torve, etc., le sabre à la main. C'est pas du tout ça. C'était tout simplement un commandant de navire et un envoyé spécial du gouvernement du roi. C'est nous qui sommes les corsaires. François-Auguste Magon est l'un des plus puissants armateurs de Saint-Malo et cette maison a un prestige. Elle est d'autant plus unique qu'elle est l'une des plus anciennes de la ville. C'est Olivier, son actuel propriétaire, qui nous fait la visite. Il y a encore des impacts de balles sur la façade, ça a un peu chauffé par ici, mais la maison, elle est d'origine. D'ailleurs, après-guerre, quand le général de Gaulle vient visiter cette ville en reconstruction, eh bien, il vient dans cette maison et on le voit monter les marches ici, de ce perron. Il y a une photo qui existe. Bonjour messieurs, dames, nous allons faire une visite de cette maison. Une visite de l'hôtel Magon, c'est bien plus que la découverte des lieux. Olivier raconte ici l'histoire de Saint-Malo et de ses corsaires. Mais ne vous attendez pas à un cours magistral, c'est un véritable one-man show. Le roi vous disait, c'est ma guerre, mais c'est votre bateau. Ne tapez pas trop fort sur le roi. Hein. Si jamais vous vous battez, vous n'avez pas votre lettre de marque, vous êtes pendu pour piraterie. Mais...
ça coupe pas ces armes-là. Hein. Oh, ça vous a calmé là. Les petits visiteurs de cette maison appellent cet escalier l'escalier secret. Et à ce moment-là, on ouvre la porte. Oh, allez, venez avec moi. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Olivier nous emmène avec lui. Et la maison a ses fans. Quand on aime, on ne compte pas. J'ai été une fois de plus séduite, puisque c'est quand même la 52e visite que je fais ici. Cette maison, elle est de la pierre, et que la visite qu'en fait Olivier, ça lui donne de l'âme. Et d'âme, la maison n'en manque pas. Les visiteurs sont partis. Olivier nous emmène de l'autre côté du miroir. Eh bien, on va dans les coulisses de la maison. Dans les arrières, ça se visite pas. Là, tu passes partout, tout va bien. Allez. Une maison de corsaire a forcément ses secrets. Pour les découvrir, c'est dans les profondeurs de la maison, sous le niveau de la mer, qu'Olivier nous emmène. Alors là, je vais vous montrer quelque chose qui se visite pas du tout. Magon avait, on va dire, un secret. Cette maison est reliée à ses voisines par un souterrain pour pouvoir aller vendre la marchandise sans être vue par le fisc, enfin la marchandise non déclarée. Venez avec moi. Sauf que le souterrain en question a été comblé pendant la Révolution. Pierrick, le fils d'Olivier, ne ménage pas sa peine. Je suis en train d'enlever les matériaux de remblai qui comblaient en fait toute cette pièce jusqu'au plafond. Et l'objectif, c'est de trouver l'entrée du souterrain, qui doit être quelque part par là, vers la droite. Trou par-ci, trou par-là, le fond ça creuse. Ça fait déjà 8 ans que ça dure, et toute la famille s'y met. Dure la vie de corsaire. Chacun prête un peu la main et participe selon ses compétences. C'est une maison comme une autre, elle est juste un peu plus grande quand il faut passer l'aspirateur, quoi. Plus grande, c'est peu de le dire. L'hôtel Magon, c'est 59 pièces, 12 escaliers, 8 niveaux. Sans compter les portes dérobées et les escaliers secrets. Les travaux, on sait quand ça commence. Il y a énormément de travaux à faire ici, ça fait 10 ans qu'on y est. On en a encore pour 20 ans ou 25 ans, je sais pas. 25 ans, le projet d'une vie. Heureusement qu'il s'agit d'une aventure familiale. On se relance l'un l'autre. Tout seul, on peut éventuellement déprimer. Ça c'est sûr. Il faut être fou pour acheter une maison comme ça. Et de folie, Olivier n'en manque visiblement pas. Pour découvrir la dernière, qui ornera bientôt la cour d'honneur, il faudra attendre quelques mois. En exclusivité, Olivier veut bien nous la dévoiler. Mais pour cela, il faut aller à 20 km de Saint-Malo, chez un sculpteur. J'avais un marteau, je cognerais le jour. Alain travaille sur une série de bustes pour l'hôtel Magon. Mais on ne travaille pas à la légère sur un monument historique. Tout est minutieusement documenté. Je voudrais le faire un peu grassouillet. Faut qu'il pique, quoi. Et faut qu'il y ait un gna-gna. Et je fais combien de poils par moustache? Alain, il fait quelque chose d'intéressant. Il prend un caillou et il en fait un personnage. C'est pas l'œil vitreux et plat. Non, il y a quelqu'un. La cour de l'hôtel Magon sera habitée par 6 personnages. Les 6 habitants de la cour d'honneur de l'hôtel Magon représenteront les 6 grandes destinations de voyage du premier habitant des lieux. Asie, Espagne, Afrique et Pérou. Là, dedans ce caillou, tu as la sculpture du Péruvien. Je te promets qu'elle est dedans. Bon courage. Merci. De retour à l'hôtel Magon, quand le soir vient, il se passe parfois des choses étranges derrière les fenêtres fermées de la maison. Mais ce n'est pas jour du carnaval. En réalité, il est possible d'organiser des événements à l'hôtel Magon. Olivier et sa famille accueillent les gens en costume. Olivier, lui, bien sûr, est en Magon. Ça me permet de rentrer dans la peau de François-Auguste Magon. Presque, l'homme et le monument font plus qu'un, presque. Alors, si vous passez à Saint-Malo, il ne tient qu'à vous de vivre une soirée de corsaire à l'hôtel Magon. Continuons notre balade en Bretagne et découvrons ensemble le monument ou le site que vous avez placé à la 5e position lors de vos votes. Direction donc l'Orient et sa base sous-marine. Cet élément majeur de l'architecture militaire, ce sont les Allemands qui l'ont édifié. La construction a duré de février 1941 à janvier 1943 et a nécessité 15 000 hommes et 1 million de mètres cubes de béton. À l'époque, cette base constituait la pointe en termes d'architecture et était réputée indestructible.
Cette base, réputée indestructible que vous avez placée en 5e position de votre classement, se trouve sur la presqu'île de Kéroman à Lorient, dans le sud du Morbihan. Au premier abord, la base de sous-marin peut paraître un peu froide. Mais derrière son côté austère, elle a plus d'une histoire incroyable à raconter. Et ce n'est pas Nathalie qui dira le contraire. Cette habituée des quais de la base aime partager sa passion pour ce site étonnant. Pourtant, il faut bien avouer qu'il a de quoi laisser de marbre ou de béton. Je dirais pas que je la trouve belle. Encore que, quand elle est pleine de végétation comme ça, elle a un petit charme. C'est un colosse de béton, là où on attend en général plutôt de la pierre, du bois, des ponts de bois, etc. C'est vrai que le patrimoine de Lorient est un patrimoine de béton. Et du béton, il en a fallu pour la construire, cette base. Près d'1 million de mètres cubes. Une véritable forteresse construite pendant la Deuxième Guerre mondiale par les Allemands. C'est étonnant parce que ça a été la plus grande base nazie construite hors d'Allemagne. En fait, ce que les nazis construisent ici, c'est un gigantesque garage à sous-marins. Pour s'en rendre compte, nous suivons Nathalie dans K3, le plus grand des bunkers de la base. À peine les portes franchies que vous plongez dans l'ambiance d'un film d'espionnage. Nathalie a retrouvé Daniel. Il est le plus ancien guide de la base. Depuis les années 90, il raconte ici la Deuxième Guerre mondiale. Presque 30 ans plus tard, le bâtiment lui fait toujours autant d'effet. C'est vrai que c'est impressionnant quand ne serait-ce qu'on se promène en bateau sur la rade et qu'on rentre à l'intérieur, on a une impression de se faire vraiment manger par le bâtiment, une puissance qui vous étouffe un peu. Donc c'est vraiment impressionnant. Impressionnant et pour cause, nous sommes dans un véritable coffre-fort. Au-dessus de nos têtes se trouvent 7 mètres de béton. Pendant la guerre, la présence de la base faisait de Lorient un objectif stratégique. En 1943, les bombardiers alliés ont pilonné la ville. Elle fut presque totalement détruite. Cette base allemande de sous-marins sera certainement le bâtiment le plus bombardé de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'a jamais été détruit, à tel point que les Allemands ont pu y rester jusqu'au 10 mai 1945, c'est-à-dire bien après le suicide d'Hitler. Daniel nous fait maintenant découvrir un endroit inaccessible de la base. Une pièce qui n'a pas bougé depuis la fin de la guerre il y a 70 ans. Ah, attention, la marche qui dépasse. Alors voilà une salle où on adorerait emmener le public et qui réintroduit un petit peu la dimension humaine. Il y a des hommes qui sont là, qui passent un temps de garde qui va aller de quelques heures, et puis ils vont dessiner. C'est un côté un peu humoristique, décalé ici, bien que des fois il y a des marquages vraiment donc patriotiques, et notamment comme celui-ci donc caractéristique avec donc la croix gammée. Mais ce symbole marquant ne doit pas faire oublier que la période allemande est la plus courte de l'histoire de la base. Après la libération, la base est récupérée par la Marine nationale, qui va en faire pendant plus de 50 ans l'un des plus importants centres de sous-mariniers français. Sur la base, le sous-marin Flore témoigne de cette époque. Après 40 000 heures de plongée, il a bien mérité sa retraite au sec. Depuis 4 ans, vous pouvez monter à bord pour plonger dans une expérience hors norme. Michel a fait toute sa carrière comme sous-marinier à Lorient. C'est sa voix que vous entendrez dans l'audio-guide de la visite. La température pouvait monter jusqu'à 60 degrés dans ce compartiment. Une fois à bord, c'est une immersion dans la drôle de vie du fond des mers. Un peu à l'étroit tout de même quand on sait que Michel partait avec 50 autres marins pour des plongées de plusieurs semaines. C'est dire s'il connaît le sous-marin en profondeur. Et là on arrive au CO, le central opération. C'est le cerveau du bateau. C'est là que je travaillais. Il manque plus que le bruit des sonars des bâtiments de surface, prendre les écouteurs pour écouter ce qui se passe. Ah oui, on retrouve l'ambiance du bord telle qu'elle était. On est dans le bain là. On est dans le bain. Et cette lumière rouge permettait aux sous-mariniers de distinguer le jour de la nuit. Poursuivons notre descente vers les abysses, car la base est encore loin de nous avoir livré tous ses secrets. Bonjour Nathalie. Christophe ouvre à Nathalie les portes de son musée sous-marin situé dans la tour Davis. Cet étonnant blocos cubique abrite une incroyable machine, le Tortopf. Alors
En fait, les Tortopf tels que les Allemands les ont inventés, ce sont les tours de plongée. On peut considérer que ce sont des simulateurs d'entraînement au sauvetage pour sous-mariniers. Donc les sous-mariniers rentrent par là. Retenez bien votre respiration. Pour se préparer au pire, les sous-mariniers venaient s'entraîner ici à sortir d'un submersible sous l'eau. Nous sommes en fait sous une piscine. Le but du jeu est d'y entrer par le fond. Il sort par ce sas. Il y a ici un vrai panneau de sous-marin et il va dire qu'il y a de l'eau là jusqu'à rabord. Donc ça lui permet de faire une remontée d'à peu près 8 mètres de profondeur. En remontant à la surface, nous retrouvons Nathalie sur le quai à la rencontre de visiteurs inattendus. La Marine nationale a quitté la base en 1996. Mais il n'est pas rare d'y croiser le major Renard et ses hommes, les musiciens du Bagad de Lamboué, le Bagad de la Marine nationale. Bonjour Major. Bonjour Nathalie. Ravi de vous voir sur la base. Eh ben moi aussi. Pour une petite répétition entre deux interceltiques. Oui, petite répétition sur un lieu qu'on connaît bien, un lieu qui est pour nous important, chargé d'histoire pour la marine et pour le Bagad de Lamboué. Mais laissons plutôt le Bagad répéter. Gageons qu'il sera fin prêt pour le prochain fil, le Festival interceltique de l'Orient. Impressionnante, cette base sous-marine et ce sous-marin, on s'y croirait. Comme chaque semaine, France 2 vous offre la possibilité de gagner la somme de 2000 € qui vous permettra, pourquoi pas, de visiter entre autres la base sous-marine de l'Orient. Alors c'est le moment de jouer en répondant correctement à la question suivante. Quel festival de musique se déroule chaque été dans la ville de Lorient? 1. Le festival interceltique. 2. Le festival des vieilles charrues. Envoyez vite 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou téléphonez au 36 32. Vous avez 5 minutes pour jouer. Le tirage au sort vendredi déterminera le grand gagnant. Le monument qui va suivre est pour le moins habité, dans tous les sens du terme. C'est même la résidence principale d'une famille entière. Ce château fort a été édifié au XIVe siècle. Longtemps garnison militaire, il n'est devenu privé qu'au début du XXe siècle. Le château fort de la Latte a servi de décor de cinéma à de nombreuses reprises. L'acteur américain Kirk Douglas a même combattu en haut du donjon pour la scène finale du film Les Vikings en 1958. Oyez, oyez, bonnes gens. C'est dans le nord de l'île-et-Vilaine que se trouve le fort La Latte, aussi appelé le château de la Roche-Goyon, le monument que vous avez placé en 4e position. Bienvenue à Fort-la-Latte. C'est Tiffaine qui nous accueille, en costume d'époque comme il se doit. Elle est l'une des principales guides du château, mais ce n'est pas tout. Moi, je suis née ici. Enfin, je suis née ici, c'est une façon de parler. C'est-à-dire que c'est mes grands-parents qui l'ont acheté en 1931. Et puis, moi, depuis que je suis toute petite, je viens jouer dans les murailles. Du haut de ces murailles, plus de 650 ans nous contemplent. Bâti au XIVe siècle sur un piton rocheux, au milieu de la mer, par Étienne Goyon-Sire de Matignon, le fort La Latte est l'archétype du château fort. On s'attend à voir débarquer un dragon ou un chevalier à chaque coin de mur. Et comme il se doit pour un château du Moyen-Âge, on trouve ici un pilori, un bélier, des meurtrières, une catapulte et une herse. Mais pour en savoir plus, le mieux est sans doute de suivre la visite guidée. D'autant que le guide n'est autre que le frère de Tiffaine, Gwendal. Je connais bien la maison, tous ses moindres recoins, toute l'histoire, parce que je l'entends depuis que je suis tout petit. Petit, on pensait pas qu'on allait tous finir ici. La fratrie ne s'arrête pas là. Tiffaine retrouve le responsable de l'entretien du château au pied du donjon et devinez quoi? C'est mon frère, c'est Guénolé. Enfin, j'en ai deux, il y a Gwendal et Guénolé. Et celui-là, c'est Guénolé. Et là, c'est ma sœur. Guénolé aime à se présenter comme un manuel contrarié. Après quelques années d'études supérieures, il est devenu compagnon du devoir.
Pour le reste, je suis venu au Fort Lalatte dépanner un jour à la saison, en 2003, et finalement je ne suis jamais reparti. Il avait besoin de quelqu'un, ce château. Il avait besoin d'une présence, il avait besoin d'une famille qui s'en occupe, des gens qui le dorlotent. Et il avait bien besoin d'être dorloté, ce château, parce qu'il n'a pas toujours été aussi fringant. Pour s'en rendre compte, nous montons au sommet du donjon. C'est un vieux château du Moyen-Âge avec un fantôme à chaque étage. Lorsque Frédéric Johuan des Longrets, le grand-père, l'a racheté en 1931, le château était en bien piteux état. On voit très bien les travaux qui ont été faits, ils ont été colossaux, remonter le haut des murs, toutes les toitures ont été refaites, les bâtiments étaient vraiment à ciel ouvert. Mes grands-parents ont sauvé le château, lorsque le château a rencontré mon grand-père, il a trouvé son destin. Guénolé nous montre ensuite le clou de la visite et il vaut mieux ne pas avoir le vertige. Nous y voilà. Là, on est sur le sommet du donjon, 55 mètres au-dessus du niveau de la mer, vue à 360 degrés. Ah, sentiment de toute puissance. On est presque sur la figure de proue d'un navire ici. Et un lieu si chargé en atmosphère ne pouvait pas longtemps être ignoré du 7e art. Le Fort Lalatte a séduit aussi les cinéastes, parce qu'on y a tourné plusieurs films. Parmi les principaux, il y a eu Chouan, donc, de Philippe de Broca, avec Philippe Noiret. Mais le plus important a été tourné en 1957. C'est un film de Richard Fechner qui s'appelle Viking. Mais le cinéma n'est pas que dans les salles obscures. Il est parfois vivant dans la cour même du château. Sébastien, ça va? Oui. T'as vu, il y a du monde? Oui, c'est bien, c'est agréable. Sébastien fait partie des artistes qui viennent régulièrement donner vie aux pierres du Fort Lalatte et répondre aux questions des visiteurs, même les plus surprenantes. Alors la question la plus... qui revient souvent, c'est est-ce que vous vivez comme ça tous les jours? À mon beau château, ma tante relire. Mais ce beau château n'est pas qu'un endroit où l'on se cultive sur la vie du Moyen-Âge. C'est un lieu où l'on flâne. Demandez à Madame Potier, ça fait 30 ans qu'elle vient. Et son magnifique t-shirt ne vient pas de la boutique de souvenirs. Notre t-shirt, donc même mon mari l'a créé, même si on y vient depuis plus de 30 ans, c'est jamais la même chose, c'est pas lassant, c'est toujours merveilleux, voilà. C'est jamais pareil. Le merveilleux, il est partout entre ces murs. Et même les fleurs ont des noms de fées. Dans la famille Johuan des Longrets, je voudrais la mer. Tu es dans les simples? Oui. Isabelle a créé il y a 30 ans ce carré des simples, un jardin composé de plantes qui ont tout un point commun. Ce sont des plantes, pour la plupart, qu'on connaissait à l'époque médiévale, oui. Vous avez l'exemple de la bardane, qui était très utilisée au Moyen-Âge. Et en fait, trouve dans la nature. Qu'on trouve partout dans la nature. Et aujourd'hui, les gens, ils les arrachent parce qu'ils pensent que c'est du chien-dent. Pas de jardinier pour s'occuper de tout ça? C'est le châtelain qui s'y colle? Aujourd'hui, le châtelain, il est plutôt en bottes et en blue jean. À travailler dans son château, les mains pleines de ciment ou de, enfin pas de ciment, mais de chaux ou de, voilà, de joint et ou alors son jean taché de terre. En tout cas, le Fort Lalatte est entre de bonnes mains, prêt à faire face à ces 700 prochaines années. On poursuit cette visite iodée avec 3 autres monuments bretons. Mais avant de les découvrir et surtout de découvrir les résultats de vos votes, on va écouter les pronostics établis par nos 3 experts. Sur quel monument, entre la célèbre ville close de Concarneau, les mégalithes de Carnac et le phare d'Eckmühl, l'un des édifices les plus visités du Finistère, s'est porté la préférence de nos experts? Nous allons tout de suite le savoir. Étant breton moi-même, j'ai une nette préférence pour la vieille ville de Concarneau. Mon choix va naturellement se porter sur Concarneau. J'y suis né, c'est le choix du cœur. Je pense que Concarneau devrait gagner. La ville close de Concarneau remporte donc tous les suffrages chez nos experts. Dans quelques instants, nous saurons si votre choix rejoint le leur. Pour le savoir, découvrons le résultat de vos votes. Découvrons tout de suite le monument que vous avez placé en 3e position. On parlait de cinéma tout à l'heure avec Kirk Douglas, à croire que la Bretagne est vraiment une source d'inspiration. En tout cas, elle plaît aux réalisateurs. Si je vous dis qu'Audrey Tautou a grimpé tout en haut pour guetter le retour de son fiancé,
vous me répondez un phare dans le film Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet. Et c'est du phare d'Eckmühl qu'il s'agit. On le découvre tout de suite. On dit que sans lui, la pointe de Pinmar serait comme une bigoudaine sans sa coiffe. Lui, c'est le phare d'Eckmühl. Il se trouve dans le sud du Finistère, vous l'aurez deviné, en plein cœur du pays bigoudin. Et vous avez choisi de le placer en 3e position de votre classement. Pas besoin de vous faire un plan. Si vous passez dans les parages, vous n'aurez pas de mal à le trouver. Il culmine à plus de 60 mètres. Il vient de souffler ses 120 bougies et il est l'un des monuments les plus visités du département. Et c'est peut-être un peu grâce à elle, Alexandra. Bien que dépourvue de coiffe, elle est une bigoudaine pure beurre. Elle accueille les visiteurs pour leur faire la lumière sur ce symbole du Far West. On a tendance maintenant à l'appeler notre bébé, parce qu'on est là maintenant un petit peu pour le protéger aussi, pour le gardienner, même si on ne fait pas le travail des gardiens de phare, mais il y a une surveillance permanente, notamment lors des visites. Et oui, on s'y attache très vite. Alexandra n'est pas la seule à s'être attachée à lui. Au pied du phare se trouve une petite maison en volet bleu. C'est la maison de Guy. Et il n'habite pas ici par hasard. Bonjour Guy, comment ça va? Ça va. Alors, voici le dernier gardien du phare d'Eckmühl. Oui, bah là ça fait 7 ans que le phare a été automatisé. Tu as fait combien d'années ici? Bah là j'ai fait 12 ans. Mais tu connaissais déjà les lieux avant de venir t'installer ici? Ah bah ouais, je suis déjà le 3e gardien de phare de la famille à habiter dans la même maison. J'ai eu 2 oncles autrement qui étaient là et moi je suis venu les voir, j'avais 5 ans, 6 ans. Le fait d'habiter quand même au pied d'un phare, c'est quand même un peu exceptionnel. Hein. Ah ouais, ça nous fait quand même un bon lampadaire dans la cour. J'imagine. Et en plus, bon, il est magnifique. C'est l'un des plus beaux de France aussi, quoi. Ouais. Si le phare d'Eckmühl est l'un des plus beaux de France, c'est grâce au don de la princesse Adélaïde-Louise Davout d'Eckmühl. Son père, le maréchal Louis-Nicolas Davout, a remporté le 22 avril 1809 une importante victoire sur les Autrichiens près du petit village d'Eckmühl en Basse-Bavière. Pour ce fait d'armes, il a été nommé prince d'Eckmühl. En faisant un don important à l'État pour la construction d'un phare, sa fille espérait racheter les vies perdues dans la guerre par celles sauvées par le phare. Sa donation a permis d'en faire un bijou d'architecture, comme en témoigne l'escalier dont les murs sont entièrement recouverts d'opaline. Et la particularité de cette pierre, on va dire semi-précieuse, c'est qu'elle ne retient pas l'humidité. Et s'il n'y a pas d'humidité qui se forme sur le mur, ça ne vient pas humidifier les marches. Et des marches mouillées, c'est des marches glissantes. Donc voilà tout l'intérêt également de cette pierre. Et vous aurez tout le temps d'admirer cette pierre d'opaline, parce qu'il est bien joli cet escalier, mais encore faut-il le monter. Alors l'escalier en totalité donc fait 307 marches. C'est un petit effort à fournir, mais pour un panorama magnifique. En voilà un qui a l'air bien pressé d'aller voir la vue. C'est que Quentin n'est pas n'importe quel visiteur. Il n'est pas champion du Finistère, il n'est pas champion de Bretagne, il n'est même pas champion de France, il est champion du monde de l'ascension de phare. Figurez-vous qu'il existe un championnat du monde de la montée du phare d'Eckmühl. Lors de la dernière édition, 167 concurrents se sont succédés pour monter les 307 marches. Le vainqueur est arrivé en haut en 47 secondes et 2 centièmes. Je ne ferai pas mieux. Nous non plus. Quand Alexandra arrive enfin en haut, Quentin l'attend déjà depuis un moment et il n'est même pas essoufflé. Ce qui est dur, c'est dans l'effort. On perd beaucoup de repères dans le phare parce que ça tourne. T'es arrivé, t'étais sur les rotules, on va dire. Ouais, je crois aussi que j'ai jamais eu aussi mal aux jambes de ma vie. Après, ça se passe dans la tête. Ouais, c'est au moral, quoi. Au moral, ouais. En tous les cas, quelle que soit la vitesse à laquelle on monte les marches, la récompense est la même pour tout le monde. Du haut du phare, on en prend plein la vue. De là-haut, le phare vous présentera aussi toute sa petite famille. C'est que la pointe de Pinmar héberge plusieurs générations de phares, d'époques et de tailles différentes. On devine alors combien l'endroit est dangereux pour les marins. Jean Galfione connaît bien ces côtes du sud Finistère. D'autant plus je mesure aujourd'hui que je navigue, je suis devenu skipper, et quand on passe dans cette côte-là, la côte de Saint-Guénolé, Pinmar, à Saint-Pierre, c'est très dangereux. Il y a des rochers partout. Le phare, c'est vraiment il est plus que utile. Voilà, c'est un monument utile. Par beau temps, on l'admire, par mauvais temps, on le remercie d'être là. En effet, le phare est toujours en activité. Et pour aller voir ça de plus près,
Alexandra nous conduit vers un membre du service des phares. Bonjour Vincent. Salut Alex. Comment ça va? Ça va. Alors, tu m'attendais à côté du Prince d'Eckmühl, mais on est là aussi pour aller découvrir un autre lieu un peu secret du phare. J'ai la clé. Derrière cette porte, habituellement fermée au public, se trouvent les 17 dernières marches du phare. Celle qui mène au sommet, dans le cœur même d'Eckmühl, sa lanterne. La voilà l'optique. C'est superbe. Bah oui, elle est aussi vieille que le phare. C'est magnifique. Alors c'est un objet qui est opérationnel, qui marche tous les soirs, et en même temps c'est une œuvre d'art industrielle de la fin du 19e, qu'il va falloir préserver sur place. C'est quand même là qu'elle est mieux que dans un musée. Et là, depuis maintenant plus d'un siècle, tous les soirs, on a ce feu qui s'allume. Et surtout, ne manquez pas, si vous passez par là en été, les visites qu'Alexandra propose la nuit. Une idée lumineuse, car c'est bien la nuit qu'un phare se montre tel qu'il est. Magnifique pointe de Pin-Mare. Et merci à Jean Galfione pour sa participation amicale. Avant de dévoiler la suite du classement qui verra le monument préféré de la région Bretagne rejoindre la grande finale de notre émission spéciale, à l'occasion, je vous le rappelle, des Journées européennes du patrimoine, voici une nouvelle chance de jouer pour tenter de remporter la somme de 2 000 € mise en jeu cette semaine par France 2. Pour cela, il vous suffit de répondre à la question suivante. Le phare d'Eckmühl doit son nom à 1. Un prince, 2. Un courant marin. Envoyez vite 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou téléphonez au 36 32. Vous avez 5 minutes pour jouer. Le tirage au sort vendredi déterminera le grand gagnant. Ils ne sont plus que deux sites symboles de la Bretagne et mondialement célèbres. Un alignement de 4 km et une ville fortifiée célèbre pour ses filets bleus et son chien jaune. Et ce sont les menhirs et dolmens de Carnac que vous avez plébiscité pour occuper la 2e place du classement. Étranges alignements qui, à ce jour, n'ont pas encore livré tous leurs secrets. Une légende populaire, parmi d'autres, raconte qu'un saint était poursuivi par une armée de païens. Arrivé en bord de mer, il s'est retrouvé acculé et pour garder la vie sauve, il n'a trouvé d'autre solution que de changer toute l'armée qui le poursuivait en pierre. Jolie légende, vous ne trouvez pas ? Et de légendes, il n'en manque pas ici. Situés au sud du Morbihan, les alignements de Carnac concentrent en effet à eux seuls tout ce que la Bretagne compte de mystère, et vous les avez placés en 2e position de votre classement. Jean-Baptiste se consacre à faire classer ce site incroyable au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et depuis 2 ans qu'il y travaille, il s'est laissé envoûter par ces pierres si précieuses. On peut être que fasciné par l'énergie qui a été déployée à l'époque du Néolithique pour tailler cette pierre et la transporter bien avant la roue, bien avant l'utilisation des métaux, 2000 ans avant les pyramides d'Égypte. On est vraiment sur le témoignage d'une période extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Pour prendre la mesure des alignements de Carnac, il faut prendre de la hauteur. Car il faut bien comprendre qu'on ne parle pas ici d'une centaine de pierres. Elles sont des milliers. 3000 pierres levées frappent les imaginations. Et cela sur 4 km, mais il y en avait davantage, puisque la mer a recouvert un certain nombre de mégalithes. Elles sèment des petits cailloux tout le long du chemin. Il faut reconnaître qu'il y en a tellement qu'ils finissent par faire partie du décor à Carnac. Il y en a même qui poussent dans les jardins. Dans ce hameau situé en plein cœur des alignements, Jean-Baptiste rencontre Olivier, le maire de Carnac, qui a toujours vécu ici. Ce village est très caractéristique de la façon dont le site s'insère dans la vie de notre commune. Regarde, ici tu as un cromlech qui traverse la route et qui est dans 2 propriétés privées. Un cromlech, c'est un cercle de pierre. Et si Olivier en parle avec autant de facilité, c'est que depuis toujours, les mégalithes sont le quotidien du village.
On vit au milieu des pierres millénaires le plus naturellement du monde et elles font un terrain de jeu incroyable pour les enfants. Alors d'abord, quand j'étais enfant, il n'y avait pas ces barrières. On avait le droit d'accéder, je dirais, en totale liberté au site et on montait sur les menhirs, ce qui est totalement interdit aujourd'hui. On jouait à cache-cache dans les menhirs. Mais c'était aussi un lieu qui effrayait un petit peu les enfants parce que je me souviens de mon grand-père qui me disait de ne pas se promener tard la nuit sur le site mégalithique parce que on pouvait croiser les Korrigans, ces petits lutins des légendes bretonnes qui étaient certes très farceurs, mais qui pouvaient aussi être assez cruels. On ne croise plus guère de Korrigans dans la lande de Karnak. Ils ont été remplacés par des visiteurs nettement plus amicaux, venus des 4 coins du monde. Alors il a fallu se poser la question de la conservation des alignements. Jean-Michel travaille à la gestion du site. Et gérer le site, c'est d'abord l'entretenir sans le mettre en péril. Et la solution qui a été trouvée est plutôt champêtre. Alors ici, c'est une partie des agents d'entretien du Centre des Monuments Nationaux. Ouais, c'est ça, c'est la nouvelle équipe en fait qui est chargée d'entretenir les sites. Il était une bergère. Ce sont des moutons qui assurent cette lourde tâche parce qu'ils sont légers et que leur présence n'abîme pas le sol. Et alors en fait, vous êtes devenus des bergers. Tout à fait, l'administrateur des sites de Karnak est aussi éleveur. Mais Jean-Michel n'est pas seulement berger. Sa véritable vocation, c'est d'apprendre aux visiteurs à lire les alignements. Car derrière une apparente simplicité, les pierres de Karnak cachent bien des secrets. Il suffit de savoir comment les regarder pour y voir apparaître des choses pour le moins inattendues. Selon l'endroit où tu te places à l'intérieur du monument, t'as pas du tout la même vision. Regarde, tu vois, t'as 2 fils qui sont tout à fait parallèles. On a l'impression que l'espacement est régulier, alors qu'on va se placer tout à fait au bout. On va se retourner et dans l'autre sens, tu vas constater effectivement que c'est pas du tout la même vision. On se retourne. Tu constates effectivement que c'est pas du tout la même approche que tout à l'heure. Ça provoque ce que certains appellent un effet d'entonnoir, là, tu vois, qui est très très net comme ça. C'est-à-dire que cette illusion d'optique, elle n'est pas là par hasard. Ils ne plantaient pas des menhirs parce qu'ils s'ennuyaient le week-end. Il y a un plan, il y a une ambition derrière tout ça. Et qui dit plan, dit architecte, car nous n'avons pas sous les yeux de simples pierres alignées, mais la ruine d'un gigantesque monument vieux de plus de 6000 ans. Et ce monument a sans doute été construit à cause de la présence à Karnak de ceci. Non, pas la chapelle, la bosse qui est en dessous. Car ne vous laissez pas abuser, il ne s'agit pas d'une colline. Elle a été construite de la main de l'homme. C'est le tumulus Saint-Michel, une tombe géante de pierres amoncelées. 2000 ans avant les Égyptiens, il s'agit tout simplement de la plus ancienne pyramide de l'humanité. Cyril travaille au musée de préhistoire de Karnak. Il parle chaque fois du tumulus avec la même passion. C'est ni plus ni moins que la plus ancienne tombe géante jamais construite à la surface de la planète. 125 mètres de long, 58 mètres de large, 10 mètres de haut, 30 000 mètres cubes de matériaux, à tel point que c'est probablement lui qui va donner, bien plus tard, son nom en fait à la paroisse et à la commune de Karnak. Voilà, Karnak en breton, c'est le lieu pierreux, c'est le lieu du tas de cailloux. Donc Karnak, c'est le tumulus Saint-Michel. Alors en venant à Karnak, faites d'une pierre deux coups et ne manquez pas cet élément unique qui fait partie intégrante du site des alignements, au point peut-être d'en être la première pierre. Aujourd'hui, le sommet du tumulus est fermé au public. Mais à titre exceptionnel, Jean-Baptiste et Cyril nous donnent le privilège d'accéder à ce point de vue incroyable. Il faudrait avoir un cœur de pierre pour ne pas être sensible à ce témoignage de nos arrière-grands-parents. Et les pierres de Karnak ont leurs fans. Jean-Baptiste retrouve le préhistorien Yves Coppens parfaitement à sa place au milieu des alignements. Cet enfant du pays qui a joué petit au milieu des pierres sait trouver les mots pour vous témoigner son amour du site. Imprégnez-vous de la grandeur et de la solennité des lieux. Vous êtes un humain, ce sont des humains qui, bien sûr, ont planté ces cailloux. C'est toujours puissant, quoi. C'est toujours puissant. Et c'est ça que je voudrais faire passer. Et c'est ça que je ne sens pas toujours dans les gens qui regardent ça comme simplement une curiosité. C'est bien plus qu'une curiosité. Et c'est la première architecture monumentale du monde. Zut! Mais sait-on seulement pourquoi elles sont là, ces pierres? Karnak est loin d'avoir livré tous ses secrets, et au fur et à mesure que
des collègues travaillent sur ces grands monuments, ils se rendent compte qu'on en sait beaucoup de choses, mais pas autant qu'on le pensait. Pour en savoir plus, le mieux est peut-être de venir chercher vos réponses dans ce lieu prodigieux. Je ne vais pas vous faire languir plus que de raison. Nous allons sans plus tarder découvrir ensemble quel site exceptionnel a obtenu la première place pour la région Bretagne. Elle a été source d'inspiration pour l'écrivain Georges Simenon. Il y a écrit « Les Demoiselles de Concarneau et le chien jaune ». Chaque été, aux alentours du 15 août, a lieu le festival très couru des filets bleus. Cette fête traditionnelle a été créée en 1905. Au départ, c'était pour venir en aide aux marins pêcheurs lorsque les sardines avaient déserté les côtes bretonnes. Et quel plus beau symbole des côtes bretonnes que la ville close de Concarneau. C'est dans le sud du Finistère, à 15 minutes de Quimper, que se trouve ce monument que vous avez élu monument préféré de Bretagne. Et comme on vous comprend, comment ne pas succomber au charme de cette ville médiévale, plusieurs fois centenaire? C'est avec Sophie, qui travaille sur le souvenir à Concarneau, que nous allons tenter de retrouver la mémoire de ce village monument. Et pour commencer, c'est par une porte dérobée qu'elle nous y fait entrer, la porte du passage. Pour les visiteurs, c'est toujours une émotion différente d'arriver par ici, d'autant plus que pour s'y rendre, le seul moyen c'est d'emprunter le bac. Et on a la coutume de dire ici que c'est la plus petite croisière du monde. Cette croisière, c'est avec Adrien que nous allons la faire. Ce Concarnois pur jus a passé son bac il y a bien longtemps, mais il continue à prendre le bac tous les jours pour se rendre en ville. Et toujours gentleman. Les dames d'abord. Les dames d'abord. Salut Adrien, ça va bien? Salut camarade. C'est qu'Adrien est un habitué. Il le prenait déjà le bac pour aller à l'école lorsqu'il était enfant. Mais à l'époque, la croisière se faisait à l'huile de coude. Tout à la godille. Tout à la godille, à la sueur de son front. Et il paraît qu'il y avait les clients aussi qui prenaient la godille. La godille, bien sûr. C'est ça, hein. Bah, surtout les jeunes, c'était un bonheur. Ouais. Mais le passeur n'aimait pas trop parce que très souvent, on se mettait à 4 dessus. Alors la godille commençait à se plier. La plus petite croisière du monde porte bien son nom. À peine 1 minute plus tard, terminus, tout le monde descend. C'est un véritable bond dans le temps qui vous attend dans la ville close. Et il passe vite le temps en flânant dans la rue Vauban ou sur la place Saint-Guénolé, dont les terrasses vous tendent les bras. Et si vous voulez, vous pourrez aussi visiter la ville close. N'hésitez pas à le faire avec Yannick, qui, comme son nom l'indique, n'est pas originaire de Marseille. Donc ici on est à l'entrée de la ville close et sur les fortifications de la ville, au tout début du XXe siècle, a été installé le beffroi. Le beffroi est devenu le symbole de la ville, alors que c'est la partie la plus récente des remparts. Il a été construit à la fin du 19e à la place de l'ancien poste de guet parce que la ville close n'avait plus l'heure. Quelle heure est-il, Madame Sardine? Il est l'heure de retrouver Sophie Pardy. Yannick l'emmène dans un lieu caché et inaccessible au public, à l'intérieur même du beffroi. Yannick ouvre une trappe connue des seuls initiés et direction le grenier sans se faire la courte échelle pour aller voir sous les jupons du beffroi. Et à l'intérieur ici, on va retrouver le mécanisme d'origine qui faisait fonctionner l'horloge. Ce magnifique mécanisme marque les esprits, mais il ne marque plus l'heure depuis longtemps. Il a été remplacé par un mécanisme électrique, qui n'a pas toujours été d'une précision d'horloger. Alors ce qui est amusant avec ces aiguilles d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, le mécanisme a été rénové, un petit peu rafraîchi. Et jusque-là, en fait, il y a 3 horloges, et les 3 horloges marquaient un horaire différent. Donc ça avait un côté pratique, hein, parce que des fois on pouvait être comme ça à l'heure, suivant l'horloge qu'on regardait. Mais maintenant, plus d'excuses pour être en retard. Et il vaut mieux, car notre prochain rendez-vous est toujours à l'heure. C'est au pied du beffroi que Sophie retrouve Marie-Thérèse, qui a passé toute sa vie en ville close. Bonjour Mité. Bonjour Mignon. Ici, tout le monde l'appelle Mité. Et quand on dit tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Salut les filles. Bonjour mignonne. Je viendrai t'acheter une paire de chaussons quand même. Sophie, viens là mignonne. Oh, bonjour Marie-Claire. La plus belle, la doyenne. Ça va? Bien toi.
Bonjour Brigitte. Bonjour. Au détour des rencontres, c'est l'occasion de goûter une spécialité locale. Tu veux un petit morceau de kouign-amann? Oui, si tu veux. Merci. Le kouign-amann, gâteau fait de pâte à pain, de beurre et de sucre, est plus qu'une spécialité ici, c'est un monument. C'est bon. C'est bon et ça rappelle le bon vieux temps, l'époque pas si lointaine où l'on allait chercher l'eau à la fontaine de la place Saint-Guénolé. Cette fontaine-là, si elle pourrait parler, elle dirait qu'est-ce que j'ai vu du monde passer là. En remontant la rue Vauban, Mité nous raconte ses souvenirs de la rue avant les boutiques de souvenirs. Il y avait une boucherie là, tu vois. Ouais, d'accord. Et la boulangerie était là, où il y a les tricots rouges. Aujourd'hui, une cinquantaine de maisons seulement sont habitées. Il y a 50 ans, on comptait plus de 1000 habitants. Ah, ici, c'était la ville de Concarneau. Et dehors, c'est le faubourg. Alors, quand on allait faire les courses, on dit on va au faubourg faire les courses. Parce qu'ici, la vraie ville, c'est ici. C'est ici le centre. Oui. Oui. Tu vois, la fenêtre entrouverte en haut, là. C'est là que j'ai accouché. Et oui, il y avait même une maternité en ville close et elle a dû en voir naître des marins. Depuis toujours, Concarneau est en effet une ville entièrement tournée vers la pêche. Et le va-et-vient des bateaux rythme la vie autour de la ville close. Mais ce bateau, lui, ne prendra plus le large, il se visite. Si vous visitez cette ville close, visitez aussi le musée de la pêche. Alors c'est un musée aussi à flot puisque vous pourrez visiter l'Emerica. L'Emerica est un chalutier, donc vous aurez toutes les traditions de la pêche. Et puis vous aurez aussi peut-être la fête des filets bleus si vous êtes là-bas en été. Depuis plus d'un siècle, les filets bleus font danser les Concarnois aux accents de la culture bretonne. Et justement, ce sont 2 générations impliquées dans la fête que Sophie retrouve au sommet des remparts. Laurie, qui y participait déjà petite fille, et la doyenne, qui n'est autre que Mité, méconnaissable dans son costume traditionnel. Waouh, magnifique. J'aime bien. Ah ouais, c'est... C'est le costume de l'ouvrière d'usine. De l'ouvrière d'usine. Si on avait de si beaux costumes aujourd'hui pour aller travailler, on aurait... Tu te lèverais une demi-heure plus tôt. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a plus de costumes alors. J'aimerais bien, Laurie, que tu nous pousses une petite chansonnette là. Bon. Tu me ferais plaisir. Anda camarade fidèle à la Renelle des Guilets, anda camarade fidèle à la Renelle des Guilets, ton avelle va me stresser. Avant de finir votre visite, ne manquez pas un tour sur les remparts qui raconte 600 ans d'histoire, du Moyen-Âge à Vauban et qui offre une vue magnifique sur le port. La ville close de Concarneau rejoint donc la sélection des autres sites et monuments retenus pour la finale de notre émission qui, je vous le rappelle, aura lieu à l'occasion des Journées européennes du patrimoine lors d'une grande soirée spéciale sur France 2. Avant de découvrir demain une autre région de France à travers ces monuments, voici un récapitulatif des monuments déjà qualifiés pour la finale et un zoom sur les monuments à venir. Bonne soirée sur France 2 et à demain. Vous avez choisi la ville close de Concarneau sur France2.fr pour représenter la région Bretagne lors de la finale du monument préféré des Français. Cette forteresse des mers rejoint les autres édifices remarquables que vous avez élus ces derniers jours dans nos régions de France. Demain, Stéphane Bern vous proposera quelques-uns des plus beaux monuments de la région Alsace, où plus qu'ailleurs, le patrimoine rime avec héritage. Vous y découvrirez la cathédrale de Strasbourg, le château du Haut-Königsbourg, le fort de Chenambourg, le plus grand ouvrage de la ligne Maginot, la maison des Têtes à Colmar, le couvent du Mont-Saint-Odile et la manufacture textile de Vesserlin. Un seul d'entre eux accédera à la grande finale du monument préféré des Français.